Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot pour vous dire que le congrès AREF est organisé par les 3 associations de sciences de l'éducation de Suisse, de Belgique et de France. Donc, le message qu'on veut vous faire passer, c'est d'abord merci d'être venus aussi nombreux, bien évidemment. Merci à nos collègues suisses, parce que c'est eux qui nous accueillent et ils ont fait un travail remarquable. On aura encore l'occasion de les féliciter, de les remercier, mais notamment, bien sûr, l'Université de Lausanne, mais aussi, bien sûr, la Société suisse. Et dire aussi, on vous incite bien sûr à adhérer à ces associations, à participer aux activités qu'elles organisent dans leurs pays respectifs tout au long de l'année. Et puis aussi, vous dire que, regardez bien sûr les annonces, le prochain congrès AREF risque aurait lieu en Belgique, peut-être, dans 2 ans environ. Voilà. Donc suivez bien les annonces pour la prochaine fois. Voilà. Donc voilà, nos collègues suisses, belges sont là et nous, on représente la France. Voilà, c'est tout. Donc bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous présenter le professeur Benoît Galland. Donc, il est professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Et il est membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, GIRCEF, et membre aussi associé du groupe de recherche sur les environnements scolaires, le GRES, qui se tient au Canada, enfin, qui est situé au Canada. Donc son parcours est très intéressant puisque, après avoir été enseignant dans le secondaire, il a obtenu un doctorat de l'Université de Louvain en psychologie sociale, a ensuite réalisé un postdoc à l'Université de Montréal, peut-être que c'est là les liens avec le GRES, j'imagine, avant de devenir professeur de psychologie de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Autrement dit, Benoît a à la fois un parcours académique, qu'on peut qualifier d'enviable et de parfait quand on voit la linéarité quelque part du parcours, et avec en plus une expérience d'enseignant en établissement scolaire, ce qui est toujours un plus au niveau de la connaissance du terrain. Donc ces travaux de recherche portent sur la motivation, confiance en soi, engagement, décrochage scolaire, la socialisation, les sanctions, les violences, le harcèlement, et l'apprentissage, avec des études qui sont menées dans des contextes qui vont de l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement universitaire. Ces études éclairent donc la question du bien-être, mais aussi celle de l'inclusion, donc ce qui fait que sa conférence rentre tout à fait dans les 3 fils rouges de cette CIEF. Et puis, en plus de publier dans les meilleures revues de psychologie de l'éducation, Benoît a aussi été membre de la commission de pilotage du système d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et a été invité comme expert aussi pour la conférence consensus sur la différenciation pédagogique du CNESCO en France. Donc Benoît, merci encore d'avoir accepté de réaliser cette conférence intitulée « Que sait-on du bien-être des élèves? Avancées et perspectives ?» Et sans plus attendre, pour laisser un maximum de temps aux échanges, la parole est à toi. Un super grand merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pu prendre un petit café, parce que là on va parler du bien-être, donc c'est important aussi de prendre soin de son bien-être. Quant à moi, je suis très 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 heureux d'être ici avec vous et d'avoir l'occasion de vous partager en fait mes questions, mon regard sur l'état de la recherche autour de la question du bien-être, et mes objectifs sont plutôt de nourrir vos réflexions et d'engager avec vous une discussion sur comment on pourrait faire avancer ce champ de recherche. Donc si vous repartez à la fin de ma présentation avec plus de questions que vous n'en aviez en arrivant ce matin, c'est que j'aurai atteint mon objectif. Alors de quoi est-ce qu'on va parler? On va essayer d'un peu voir, peut-être très rapidement, une petite mise en contexte. On parlera ensuite de la définition et des enjeux conceptuels autour de, finalement, c'est quoi le bien-être? Puis on parlera des conséquences. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des conséquences? Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir plus ou moins de bien-être? On traitera des facteurs qui sont associés à ça. On s'intéressera en particulier aux effets du contexte scolaire. Puis on essaiera d'aller voir du côté des interventions. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être? Puis je terminerai sur la question de la place des élèves
et je conclurai avec les différentes perspectives qui se dégagent, selon moi, de ces différents travaux de recherche. Voilà pour le menu de ce matin. Donc, très très brièvement, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise non plus, mais petite mise en contexte. Préoccupations récentes. Déjà, on a bien-être, puis on a d'autres termes. Bonheur, qualité de vie, satisfaction de vie, etc., etc. On voit déjà qu'au niveau conceptuel, ça ne va pas nous faciliter la vie. Mais ce qu'on constate clairement, c'est qu'il y a une montée de ces préoccupations pour le bien-être dans les instances internationales, type OCDE, ONU, mais aussi au niveau national, au niveau de la Suisse, au niveau de la France, au niveau de la Belgique. C'est quelque chose qui est mis à l'agenda politique. D'accord ? Si on s'intéresse à la recherche, on va voir aussi que c'est des champs de recherche diversifiés qui s'intéressent à ça. Notamment, tous les travaux sur l'efficacité éducative, qui ont quitté depuis déjà quelques années le strict domaine des connaissances et des compétences cognitives pour s'intéresser aussi aux effets non cognitifs et notamment le bien-être. En psychologie d'éducation, évidemment, mais aussi en promotion de la santé, en sociologie sans doute, etc., etc., etc. D'où la question, ok, c'est quelque chose qui est à l'agenda, qui est présent, mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers une évolution des missions de l'institution scolaire ? À nouveau, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, mais il me semble que non, c'est plutôt un rééquilibrage. Classiquement, on distingue 3 fonctions au système scolaire, l'instruction, la socialisation et l'éducation. C'est clair que dans les pays francophones, souvent l'instruction a tendance à prendre le dessus, et peut-être que la préoccupation actuelle pour le bien-être, c'est plus un rééquilibrage entre les différentes fonctions, mais je n'ai pas l'impression qu'on est en train de dire qu'on va détourner le système scolaire de leur mission initiale. D'accord ? Ça, c'est vraiment pour la mise en contexte globale. En même temps, ça vous donne déjà une idée sur la suite, sur comment est-ce qu'on peut définir le bien-être et qu'est-ce que c'est. Puisque je vous ai dit, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs champs disciplinaires qui ne se parlent pas nécessairement. Et donc, voilà, on est face à quelque chose qui peut être très très englobant. Là, je vous ai mis par exemple la définition qui est utilisée par l'équipe PISA, donc l'OCDE. Et on voit que ça part dans pas mal de directions, puisqu'il nous parle de bien-être cognitif, en référence à différentes compétences, de bien-être psychologique, de bien-être physique, de bien-être social, de bien-être matériel. Donc ça couvre déjà pas mal de dimensions. Autre exemple, le CNESCO, qui a organisé une conférence de consensus là-dessus. Je ne sais plus si c'était une conférence de consensus ou un autre type de conférence, mais le CNESCO a travaillé là-dessus, il a produit un rapport. Et là, vous avez le modèle qu'ils ont présenté dans leur rapport, enfin un des modèles en fait, mais celui qu'ils ont mis en avant. Vous voyez que le bien-être, il y a des conditions scolaires, avec des questions de rythme, il y a la restauration scolaire, il y a les relations sociales, bien entendu, avec le climat, les relations enseignants-élèves, la violence à l'école. Il y a des choses au niveau de l'accomplissement personnel, comme la confiance en soi, et la valeur accordée au travail de l'élève, il y a l'état de santé, avec la fatigue, le sommeil, les handicaps, etc. C'est très très vaste. D'accord ? Et donc une des questions qu'on peut se poser, chaque item paraît pertinent. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui rassemble tout ça ? Est-ce que ça a du sens de mettre tout ça ensemble, dans un même paquet, dans un même sac qu'on va appeler bien-être à l'école ? Puis ça pose d'autres questions sur, ok, mais c'est quoi les relations entre ces différents aspects ? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui influencent d'autres ? Et puis aussi, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont plus importants, qui ont plus d'impact sur la vie des gens ? Ok ? Donc on est face à un certain flou conceptuel qui va avoir des répercussions aussi sur la question des mesures. Comment est-ce qu'on va mesurer le bien-être ? Alors, je vous donne un exemple. J'ai pas du tout. C'est vraiment l'idée d'avoir un exemple. C'est pas du tout pour pointer du doigt des chercheurs ou une équipe en particulier. C'est vrai, juste, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en plus, il y avait une autre chose. On va commencer par la partie gauche de la dia. Mais vous allez voir que dans la même revue, il y avait une autre échelle qui parlait d'autre chose, mais qui a des recouvrements importants avec ça. D'accord ? Donc ici, je vous donne en fait un des rares outils que j'ai trouvé publié et cité en français sur le bien-être scolaire. Et je ne sais pas si vous arrivez à le lire, parce que c'est un peu petit, mais il y a différentes dimensions. D'accord ? Il y a la relation avec les enseignants, comment ça se passe avec les enseignants globalement, avec des questions qui sont plutôt
Par exemple, le professeur me félicite, donc on est sur ce que l'enseignant fait. Puis on a des questions sur j'aimerais que le professeur explique davantage les choses difficiles. Ça, c'est un souhait de l'élève. On n'est plus exactement sur une pratique. D'accord ? Voilà, ça c'est pour les relations prof-élève. Il y a les activités scolaires. Je suis content d'apprendre de nouvelles choses à l'école. Alors moi, dans mes cas théoriques, ça me fait penser tout de suite à un concept qui vient de la motivation et qui parle de la valeur de la tâche. D'accord ? Il y a la classe. J'aime pas trop ma classe. Je suis content d'être dans ma classe, etc., etc. Je suis content de la façon dont ça se passe dans ma classe. Okay. Il y a une autre dimension, c'est les relations paritaires. C'est difficile de se faire des amis à l'école. Je suis apprécié par les autres élèves. Donc relations entre pairs, intégration sociale, sentiment de sécurité, j'ai peur à l'école, en gros. Et il y a le rapport aux évaluations. Si vous arrivez à lire les items, mais même c'est très très proche de tout ce qu'on va appeler test anxiety dans la littérature en psychologie, l'anxiété de test. Chacune de ces dimensions-là, elle est hyper pertinente, mais en fait c'est chaque fois quasiment un champ de recherche. Donc de nouveau la question elle est-ce que ça a du sens de tout mettre ensemble sous la même étiquette, bien-être à l'école? Et surtout, est-ce qu'on ne risque pas d'obscurcir les relations qu'on peut avoir entre ces variables-là? Sachant, comme je le dis, il y a des sous-échelles là qui font référence à tout un courant de la littérature qui porte sur les relations prof-élèves. Il y en a d'autres qui viennent plutôt liées à la motivation, d'autres qui viennent avec les relations entre pairs, etc. Donc c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne à vouloir mettre tout ça ensemble? Et puis, vous avez, je vous dis, même année, même revue, même numéro de revue, un autre article qui, lui, nous parle de climat scolaire. Et on a des questions sur relations prof-élève, intégration dans le groupe de pairs, sentiment de sécurité à l'école, etc. Donc vous pouvez faire des correspondances quasiment directes. Donc là, la question au niveau conceptuel, elle est quand même, on est en train de parler de quoi là? Est-ce qu'on parle de climat scolaire ou est-ce qu'on parle de bien-être à l'école? Ou est-ce que c'est la même chose? Non, mais après, il y a des gens qui, en utilisant ces échelles, vont nous dire qu'il y a une relation entre le climat scolaire et le bien-être à l'école. Ah bah oui, mais on a posé les mêmes questions. Donc c'est vraiment un appel à la vigilance sur qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on met dans nos échelles. Et là, on voit clairement qu'au niveau conceptuel, le champ du climat scolaire n'est pas beaucoup plus clair que celui du bien-être à l'école. D'accord ? Juste voilà pour vous montrer qu'il y a un vrai enjeu là, il y a un vrai défi pour notre communauté scientifique à se dire, OK, il faut qu'on clarifie un petit peu les choses, qu'on arrive à se mettre d'accord un petit peu et qu'on développe des outils de mesure validés qu'on peut utiliser par la suite. De nouveau, je redis, ça n'enlève rien du tout à la pertinence des travaux des chercheurs que je cite là, que je respecte beaucoup, et que je me suis d'ailleurs pris la peine de citer parce que c'est des travaux intéressants. Alors, comment nous on a fait dans notre équipe? On a pris des décisions. En fait, on s'est appuyé sur une approche qui vient plutôt de la psychologie, qui est une approche basée sur la définition du bien-être subjectif. Et donc, à partir de maintenant, quand je vais vous parler de bien-être, je vais vous parler de ça. D'accord ? Donc, c'est un vieux courant de recherche déjà qui a une quantité considérable de données empiriques derrière et qui définit de façon multidimensionnelle, mais ça vous avez compris avec ce que j'ai montré comme exemple, qu'en effet, à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que le bien-être à l'école, c'est multidimensionnel. Ici, on a 2 ou 3 dimensions principales. Une dimension qui est vraiment plus cognitive, évaluative. C'est un jugement qu'on porte de satisfaction sur ce qui se passe pour moi à l'école. Et puis, il y a une dimension affective, avec une distinction qui est souvent relevée comme très importante par les gens qui travaillent là-dessus, qui est la distinction entre les affects positifs et les affects négatifs. Parce que ce n'est pas les deux faces d'une même pièce. C'est 2 choses différentes. Et ce n'est pas la même chose de ne pas ressentir beaucoup d'émotions positives que de ressentir beaucoup d'émotions négatives. D'accord ? Les 2 dimensions sont vraiment essentielles. Pour l'OMS, d'ailleurs, c'est comme l'idée que la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie. La santé, c'est aussi la présence de choses constructives, signifiantes, positives dans nos vies. Et puis certains, à ça, rajoutent une dimension plutôt santé mentale, donc ils vont mesurer des symptômes de problèmes internalisés, typiquement des échelles de dépression, des échelles d'anxiété. D'accord ? Ça, c'est un petit peu, je dirais, ce qui est au cœur de la définition que nous, on a utilisée du bien-être subjectif. Je ne dis pas que c'est la bonne, je vous dis juste celle qu'on a prise. Pour qu'on soit au clair là-dessus, et c'est tout à fait discutable. Il y a des débats dans la littérature sur
la pertinence de cette approche-là. Donc ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, il y a des prédicteurs et des conséquences différentes à ces différentes dimensions du bien-être subjectif. Donc, comme je l'ai dit, les affects positifs n'ont pas les mêmes conséquences que les affects négatifs. Et j'y reviendrai, c'est pas la même chose d'être satisfait de son école que de s'y sentir bien émotionnellement. Alors aussi, dans la littérature qui existe, un des débats ou une des difficultés, c'est de savoir est-ce qu'on prend les mesures de bien-être en général ou est-ce qu'on prend la mesure du bien-être à l'école. Dans la suite, je vais vous parler surtout du bien-être à l'école, sachant qu'il y a évidemment des liens entre les deux. Et puis, je vais vous parler des élèves, c'était le titre de ma présentation, c'était la commande qui m'avait été faite, et c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé. Mais évidemment, il y a de plus en plus de travaux sur le bien-être des enseignants, voire des directions d'école, de différentes fonctions éducatives, et donc c'est très important aussi. Il y avait toute une série de présentations, et je pense que ça continue là-dessus dans ce colloque. Et donc ici, je vais parler de ça, plutôt des élèves, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment ce courant de recherche sur les enseignants qui se développe et qui est vraiment important. Ok, alors, une fois qu'on en est là, juste quel est l'intérêt d'avoir une vision peut-être ou une définition plus ciblée du bien-être? Pour moi, ça aide à la fois à faire des clarifications conceptuelles, mais aussi à pouvoir faire des élaborations théoriques. Alors j'ai fait ça très très schématique ici, mais vous voyez, si on définit le bien-être à l'école de façon plus restreinte, tel que je viens de le faire, on peut commencer à regarder, ok, il est lié à quoi par exemple en termes de santé mentale, de persévérance scolaire, de résultats scolaires. D'accord? Mais on peut aussi regarder, ok, mais comment le climat scolaire du coup va jouer ou interagir avec ce bien-être à l'école. Et puis on peut modéliser, on peut réfléchir au niveau théorique, tout ce qui est, j'ai appelé ça perception de soi en référence à certains auteurs, mais par exemple des aspects de la motivation, les croyances d'efficacité, l'estime de soi, la victimisation, comment ça joue, comment ça interagit avec le climat, comment ça joue sur le bien-être, comment il y a des effets réciproques. Je pense qu'on y gagne plutôt qu'un modèle super englobant du bien-être où on met tout et puis on se dit ok, il faut tout en même temps, tout le temps. Okay, donc voilà, je pense que ça permet d'aller plus loin et de nous faire avancer au niveau théorique et au niveau pratique. Et donc, on va essayer de continuer là-dessus, par exemple en s'intéressant aux conséquences. Vous avez certainement des idées sur, par exemple, les liens entre bien-être et résultats scolaires. Et à lire certains travaux, on a notamment des rapports de l'OCDE, on a l'impression que ça paraît tellement évident qu'il faut que les élèves soient bien pour qu'ils performent bien à l'école. On peut aussi faire l'hypothèse qu'en fait, ça marche dans l'autre sens. C'est la réussite scolaire qui va induire un certain bien-être ou au contraire l'échec scolaire qui va susciter un certain malaise. Vous avez sans doute une hypothèse là-dessus. Mais savez-vous ce qu'il y a dans la littérature? Il y a aussi les croyances des enseignants, qui sont en effet convaincus que le bien-être est un préalable à la réussite des élèves. Alors il y a une méta-analyse qui a été faite il n'y a pas longtemps, qui a synthétisé les études disponibles sur les liens entre bien-être et résultats scolaires. Résultat fracassant, corrélation de 0,16. Bon, c'est pas rien, mais c'est pas non plus foufou. C'est pas avec ça qu'on a un levier fantastique pour... Alors c'est assez contre-intuitif. Moi j'étais étonné en voyant ça. Avec ça, on n'a que le début de l'histoire. Parce que là, c'est juste une corrélation. Mais ça va dans quel sens? Il y a des études longitudinales qui travaillent là-dessus. On a de la chance. Il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines, mais il y en a. Et en fait, en général, qu'est-ce qu'elles montrent? Que c'est plutôt la réussite qui va avoir des conséquences sur le bien-être ultérieur. Et éventuellement, parfois, il y a des petits effets réciproques. D'accord? Mais donc là, on a un résultat, je dirais, contre-intuitif, qui est de dire, en fait, il ne semble pas qu'un niveau très élevé de bien-être soit vraiment utile ou va vraiment améliorer la performance des élèves. Et si ça le fait, c'est un tout petit peu. Par contre, clairement, la question de l'échec de la réussite scolaire, elle a un effet sur le bien-être des élèves. Alors on pourrait se dire, ok, mais là c'est juste des mesures de bien-être, mais quand on va vraiment chercher les gens qui vont mal, ça devrait quand même avoir des conséquences.
Sauf que les études longitudinales, elles peinent à trouver des effets de la dépression sur les performances futures. Je vous avoue que là, j'étais vraiment encore plus étonné des résultats. Je pensais vraiment que... voilà. Et de façon vraiment intéressante, il y a des études longitudinales. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a une méta-analyse aussi, qui montrent qu'en fait, les résultats scolaires, ils ont des effets sur la dépression ultérieure des élèves. Alors l'effet n'est pas très fort, là, il est encore plus faible que la corrélation que j'ai rapportée tout à l'heure, mais c'est un effet longitudinal cette fois-ci. Ok. Donc des résultats un peu troublants, mais qui ne sont pas super répliqués, quoique là on a quand même 43 études, qui nous laissent penser qu'il y a peut-être quelque chose encore à creuser là, mais que c'est vraiment pas du tout évident, qu'en travaillant à améliorer le bien-être des élèves, on va aider à leur réussite. C'est pourtant ce qu'on est en train de faire dans beaucoup de pays occidentaux. On est en train de dire aux enseignants, il faut que vous travaillez sur le bien-être des élèves, parce que ça va les aider à réussir. Un exemple ici, de recherche qu'on a mené dans notre équipe, c'est des étudiants qui sont master à l'université. Donc là, la performance, c'est la note au mémoire de fin d'études. Et on avait une mesure émotionnelle qui est en dessous. On avait une mesure d'engagement cognitif, donc dans la mesure ils sont concentrés, ils font des liens, etc. Et une mesure d'engagement comportemental qui est le temps qu'ils passent sur leur travail de fin d'études et comment ils s'engagent dedans au niveau comportemental, les efforts qu'ils font. Et vous voyez ici qu'en fait, en effet, l'aspect bien-être ou émotion positive pendant qu'on travaille sur son mémoire n'a juste aucun lien avec la performance. Il n'y a que l'engagement comportemental qui est lié à la performance aux mémoires de fin d'études. Bon, on peut dire là, c'est les notes, mais quand même, sur l'engagement des élèves dans leur travail ou sur le décrochage scolaire, on va trouver des effets quand même. Ok. Alors l'engagement, c'est compliqué, parce qu'on l'a vu avec les exemples que je vous ai donnés, il y a un recouvrement partiel entre les mesures de bien-être et les mesures de motivation, souvent. On est quand même un peu dans la même chose. Donc c'est pas toujours évident, mais là aussi, quand on regarde les corrélations prospectives, donc les effets longitudinaux, on a du mal à trouver des choses très convaincantes. Donc là aussi, on a, en tout cas avec la définition du bien-être subjectif que j'ai donnée, on a peu de lien avec l'engagement des élèves. Au moins, en tout cas, au niveau longitudinal. Et finalement, le décrochage. C'est un petit peu le même problème. Oui, en effet, il y a bien des relations entre les problèmes internalisés. Donc là, on n'est vraiment plus dans le bien-être, mais dans le mal-être. Donc la dépression, l'anxiété sont des facteurs de risque pour le décrochage. Sauf que quand on tient compte des problèmes externalisés des élèves, donc les problèmes de comportement, les problèmes d'attention, les effets des problèmes internalisés ils tendent à disparaître. Donc comme si l'ingrédient actif qui les menait au décrochage était plutôt le fait que leurs problèmes internalisés étaient liés à des problèmes externalisés. Et il se trouve que justement ces problèmes externalisés, ces problèmes de comportement, de discipline à l'école, de consommation aussi, d'impulsivité, etc., ça prédit les résultats scolaires. Ça prédit le décrochage. Et c'est souvent corrélé avec des problèmes internalisés. Donc dans les études, ça serait intéressant de contrôler pour les problèmes externalisés. Un exemple ici sur le lien entre dépression et risque de décrochage, c'est une étude sur le risque de décrochage des jeunes autour de 15 ans. Et donc vous avez un score qui est ici, qui est un score de risque. Il y a forcément la majorité des élèves qui sont bas, là en dessous, là, ils ne sont pas à risque, ici. Puis vous avez c'est une analyse en cluster, donc c'est une analyse centrée sur les personnes. Vous avez les élèves qui ont un facteur de risque spécifique, qui sont au milieu, et puis vous avez ceux qui multiplient parce qu'ils cumulent les risques, qui sont là. D'accord ? Le risque spécifique qui est là, c'est les élèves qui sont déprimés. On voit que c'est un facteur de risque en fait qui est celui qui a le moins de poids. Par contre, ceux qui sont plus à risque, c'est ceux qui multiplient, qui accumulent les facteurs de risque, ce qui est un résultat classique dans la littérature sur les facteurs de risque. D'accord ? Donc sur les conséquences, pas très clair, beaucoup de points d'interrogation, il y a encore du travail pour tirer ça au clair.
on a besoin de plus d'études longitudinales, voire d'interventions. Mais pour l'instant, on a l'impression que le bien-être, c'est surtout intéressant en soi, mais qu'en termes d'autres conséquences sur les parcours scolaires, pas évident. Ok, maintenant je passe aux facteurs qui peuvent être liés et qui pourraient expliquer le bien-être. Donc on change un peu de registre là. Alors une chose qui ressort quand même assez clairement de la littérature, c'est que les événements négatifs ont plus d'impact que les événements positifs. C'est un résultat qu'on retrouve dans plusieurs autres domaines de recherche. Et donc par exemple, les conflits avec les enseignants ont plus de poids que les relations positives avec les enseignants. Le fait d'être victime de harcèlement à l'école a plus de poids qu'avoir des bons amis à l'école. D'accord ? C'est ça que ça veut dire, cette idée que le négatif a plus d'impact que le positif. C'est un résultat qui, en termes pratiques, s'il se vérifie, est très important, je pense. Ça veut dire qu'on doit d'abord protéger les élèves des événements négatifs. C'est comme ça qu'on va le plus les aider. Pas nécessairement en faisant des trucs en plus pour qu'ils se sentent mieux. Deuxièmement, et ça c'est lié vraiment à ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a des composantes cognitives et des composantes émotionnelles dans le bien-être, la fréquence des événements et l'intensité des événements n'ont pas les mêmes effets. C'est comme si on avait en nous deux systèmes, un système qui est plutôt affectif, qui va être sensible à la durée des événements notamment, et puis un système plus cognitif qui lui va faire une synthèse, il va retenir l'événement majeur et puis la fin. Je schématise très vite, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses vraiment intéressantes là-dessus, qui soulignent vraiment l'importance aussi, quand on va travailler sur le bien-être, d'avoir différentes mesures, différentes facettes ou différentes façons de mesurer le bien-être. Parce que juste poser un jugement, par exemple, ne va pas nous donner la même chose que si on mesure ce que les gens ont vécu pendant l'activité. Et alors, très clairement, les relations sociales semblent un déterminant majeur du bien-être au niveau individuel. C'est un vieux résultat aussi en épidémiologie, dans la littérature sur le stress, etc. Et vous allez voir que certains acteurs sociaux ont peut-être plus de poids que d'autres dans le bien-être à l'école. C'est vrai aussi, ça reste vrai aussi, et mon collègue Sébastien Delis se présentait hier là-dessus, ça reste vrai pendant le confinement. Les relations avec les enseignants étaient un des meilleurs prédicteurs du bien-être et de la motivation des élèves dans les études qu'on a faites pendant le confinement. Donc il y a vraiment quelque chose là autour des relations avec les enseignants et avec les pairs qui semble déterminant ou important pour le bien-être à l'école. D'accord ? Pour le sentiment de sécurité, pour toute une série de choses. Alors une petite illustration ici, dans une étude sur la victimisation des élèves du secondaire. Et simplement pour donc le bien-être ici, la mesure qu'on a, c'est une mesure de dépression. En fait, c'est de symptômes dépressifs, pour être plus exact. D'accord ? Et on a, bien entendu, la victimisation, qui a un lien important avec le sentiment de dépression. Mais on a aussi 3 types de soutien. On a le soutien des parents, le soutien des pairs et le soutien de l'enseignant. Et si vous regardez un petit peu les flèches qui partent de ces soutiens, vous voyez qu'en fait, la source de soutien qui semble avoir le plus d'impact sur ce que les élèves vivent, en tout cas qui est le plus lié à ce que les élèves vivent à l'école, c'est leur relation avec l'enseignant ou avec les enseignants. D'accord ? Il y a toute une série de recherches qui vont dans le même sens, qui montrent la centralité des relations avec l'enseignant au niveau individuel pour le bien-être. Un autre exemple ici, on change de catégorie d'âge, on est sur des doctorants et on essaye de regarder les émotions positives, c'est la première colonne ici, les émotions positives qui vivent. À nouveau, on avait différentes sources de support qui étaient mesurées. Il y avait le support des proches, il y avait le support des pairs, les autres chercheurs de l'équipe, et il y avait le support du superviseur. La seule source qui, de façon longitudinale, prédit l'évolution des émotions positives, c'est le soutien perçu du promoteur.
D'accord? C'est celui qui est là, là. Donc, voilà l'importance des relations avec l'enseignant et d'éviter les relations trop négatives avec les pairs pour le bien-être à l'école. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment ça varie et comment ça évolue dans le temps? Alors, là, on a aussi toute une série de travaux de recherche qui ont été faits dans différents pays du monde, qui sont très clairs. La plupart des élèves sont contents d'être à l'école et sont motivés d'apprendre, en particulier en début de scolarité. Et même après, ça reste que l'immense majorité des élèves, en fait, ils nous disent aller bien, ils nous disent trouver l'école importante, utile et intéressante, et trouver que les profs font bien leur boulot, etc. etc. Je pense que c'est très très important à rappeler. Ils rapportent des émotions, plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Et puis chez certains, mais chez certains seulement, on voit que ces paramètres diminuent avec l'avancée dans la scolarité. Année après année, c'est comme s'il y avait une érosion. Mais ce n'est pas vrai pour tous les élèves. En particulier, c'est moins vrai pour les élèves qui réussissent bien. Alors, l'effet établissement. Est-ce qu'on a un effet établissement clair et net sur le bien-être? Est-ce que le bien-être des élèves varie fortement d'une école à l'autre? Est-ce que ça dépend de l'école qu'ils fréquentent? La réponse massivement, il y a des études qui ont fait ça sur des dizaines de pays, elle est non. On a extrêmement peu de variations dans le bien-être des élèves entre écoles. Donc, l'enjeu pour les élèves et le bien-être des élèves, ce n'est pas d'être dans telle ou telle école. Même si c'est une école très défavorisée ou très favorisée. Ça ne change vraiment pas grand-chose en moyenne pour les élèves. La classe dans laquelle ils sont et l'enseignant qu'ils ont fait plus de différence. Donc si on doit s'intéresser à quelque chose, c'est plutôt la classe dans laquelle ils vont être, c'est-à-dire quel père ils vont fréquenter et quel enseignant ils vont avoir en face d'eux. Ça semble avoir plus de poids. Mais un peu plus de poids, ce n'est pas non plus des effets... Donc il reste une variabilité très très importante d'un élève à l'autre au sein d'une même classe. Mais retenez surtout qu'on a plus de variabilité entre les classes d'une même école qu'entre écoles. Ce qui pose d'énormes défis en termes de politique éducative. Ça veut dire qu'en termes de politique éducative, le focus sur l'établissement n'est pas le bon pour les élèves. On n'est le bon que si on s'assure après que ça redescend dans les classes. Bon, ok. Est-ce qu'on ne peut pas quand même mettre en avant des effets du contexte scolaire, justement, notamment au niveau des classes, qui seraient des facteurs scolaires, vraiment, plus liés peut-être aux pratiques pédagogiques qui pourraient être mises en avant? Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de résultats, mais c'est souvent des résultats où on ne sait pas très bien si c'est des facteurs qui sont liés à une situation purement individuelle, j'ai moi de bonnes relations avec mon enseignant, ou si c'est un facteur contextuel. Mon enseignant crée un climat relationnel positif pour tous les élèves de la classe. Avec les résultats que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, ce n'est pas très clair parce qu'on n'a pas toujours les méthodes d'analyse ou le design de recherche qui permet de tester ça. Donc ça pose des questions sur est-ce que c'est juste une réalité individuelle ou si c'est un effet du contexte, notamment du contexte de la classe. Ce qu'on sait, et c'est cohérent avec ce que j'ai dit avant, peu de variations entre écoles, voire pas de variations entre écoles. Tout ce qui est composition du public scolaire, ça ne semble pas être lié aux indicateurs de bien-être. Proportion de filles-garçons, proportion d'élèves en retard, public favorisé, défavorisé, etc. ne sont pas des choses qui semblent très pertinentes pour le bien-être des élèves. Pour leur réussite scolaire, ça l'est, ça, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'études qui le montrent. Mais pour le bien-être rapporté par les élèves, subjectif, ça ne semble pas très pertinent. Les caractéristiques physiques, l'architecture, les toilettes, les cantines, la réponse, elle est on ne sait pas. Parce qu'on n'a quasiment aucune recherche qui ont mis en relation le bien-être subjectif avec ces paramètres-là.
Donc, il y a aussi du travail là-dessus. Et puis, on a des études sur les effets de différentes pratiques. Pratiques d'enseignement, pratiques pédagogiques, pratiques didactiques. Une des limites de ces travaux-là, c'est souvent focalisé sur une pratique. Or, vous savez très bien qu'en classe, je ne mets pas en place une pratique, je mets en place un ensemble de pratiques. Et donc, on a moins d'études qui sont sur des combinaisons de pratiques. Qu'est-ce que ça donne quand on les mélange? Et donc, je vous donne quelques illustrations de travaux qu'on a fait dans notre équipe. Notamment, Noémie Baudouin a présenté hier aussi sur l'effet des pratiques et la revue de la littérature qu'on a faite là-dessus. Mais voilà, je vais vous parler d'une chose qu'on a déjà évoquée dans les conférences plénières. Céline Darnon, Céline Buche et Fabrizio Pitera vous ont tous parlé des buts de performance, buts d'apprentissage. Moi, je vais vous parler des structures de buts. C'est-à-dire, ce n'est pas les buts personnels des élèves, c'est est-ce que l'enseignant il met l'accent plutôt sur les progrès personnels des élèves et la compréhension, ça c'est les structures de buts centrées sur l'apprentissage, ou est-ce qu'il met l'accent sur la comparaison entre les élèves et la compétition, qui est le meilleur, qui est la meilleure, ce qui est des structures de buts centrées sur la performance. D'accord? Et vous avez des exemples d'items qui sont ici sur la dia. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a interrogé les élèves avec ce type de questions-là, en leur demandant « Qu'est-ce que fait votre enseignant ?» Et puis on a agrégé les réponses des élèves en disant « Ok, les élèves, c'est des observateurs dans la classe de l'enseignant. En prenant leur réponse moyenne, on a un indicateur de qu'est-ce que fait l'enseignant quand il est en classe. Et on va regarder si cet indicateur agrégé au niveau de l'enseignant, il est lié aux émotions individuelles vécues par les élèves. » Donc on a fait de l'analyse multiniveau, toujours avec Noémie Baudouin. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Mais notamment que les structures de but centrées sur la performance favorisaient les émotions négatives comme la colère, l'anxiété, la honte, et que par contre les structures de but centrées sur l'apprentissage favorisaient, évitaient l'ennui. D'accord? Ça c'est une des études qu'on a faites, sur des élèves du secondaire aussi. Sauf que là, dans cette étude-ci, on n'avait pas contrôlé pour les buts individuels des élèves. Donc on pourrait se dire, ouais, mais il y a un effet, il passe peut-être par les buts, etc. Il est peut-être modéré par les buts. Donc on a fait une autre étude où là, on a tenu compte et des buts personnels des élèves et des structures de buts mises en place par l'enseignant. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les mêmes types d'effets. C'est-à-dire que les structures de buts centrées sur la performance, ça renforce la fréquence des émotions d'anxiété, vécu par les élèves et ça diminue la fréquence des émotions de joie. Et la structure de but centrée sur la maîtrise et l'apprentissage, ça en fait diminue un petit peu l'anxiété et ça favorise les émotions de joie. Okay? Donc une indication qu'en effet là des pratiques enseignantes qui mettent l'accent sur la compétition, la comparaison, tout à fait en phase avec ce que Fabrizio nous a présenté hier soir, ça suscite plutôt des émotions négatives chez les élèves, et que par contre, si on veut favoriser des émotions positives chez les élèves, des structures de but centrées sur les progrès de chacun, indépendamment de son niveau absolu, et la compréhension, le droit à l'erreur, ça favorise les émotions positives. Première approche, structure de but. On a aussi pris d'autres lunettes pour examiner cette question, la question de la théorie de l'autodétermination, qui met en avant 3 dimensions des pratiques enseignantes qui sont importantes pour satisfaire les besoins de base des élèves. Première dimension, c'est la structuration, la guidance. Donc on a de nouveau interrogé les élèves, dans quelle mesure les consignes sont claires, est-ce que l'enseignant vous donne des feedbacks clairs, etc., bien explicites. Le soutien à l'autonomie, donner du choix aux élèves, les faire participer, et l'implication, ça c'est plutôt la qualité relationnelle que l'enseignant met en place. D'accord? 3 dimensions, et on a essayé de regarder en quoi c'était lié au bien-être des élèves. De nouveau, dans des études multiniveaux, donc on est bien sur, si vous voulez, un climat de classe qui a un effet au niveau individuel. Est-ce qu'il y a des effets? Dans une première étude, on a regardé les effets juste de la structure et du soutien à l'autonomie sur les émotions positives et les émotions négatives vécues en classe. On a un effet d'interaction. Je vous résume pour ne pas détailler le tas des tableaux, ce n'est pas ça qui est important.
c'est qu'il y a un effet de soutien à l'autonomie qui favorise les émotions positives et fait qu'il y a moins d'émotions négatives, mais seulement, et c'est le sens de l'interaction, quand il y a un niveau élevé de structure. Donc, favoriser l'autonomie de l'élève, si on n'a pas bien mis un cadre structurant, s'il n'y a pas quelque chose de solide autour, ça n'aide pas les élèves à se sentir mieux. Ensuite, on a regardé les trois. On a donc structuration, soutien à l'autonomie, implication des enseignants. L'important ici n'est pas les chiffres parce qu'ils sont tout petits, mais c'était plus moi pour m'aider à me rappeler de ce que j'ai à vous dire. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces trois types de pratiques sont en partie liés, et que donc, en effet, ça a un effet sur l'engagement émotionnel des élèves, donc ils se sentent mieux, si vous voulez, en classe, émotionnellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, la structure, de nouveau, est liée avec le soutien à l'autonomie, comme je vous disais tout à l'heure, mais la structure, elle a aussi un effet sur l'engagement cognitif, donc l'effort mental, si vous voulez, que les élèves mettent dans leur travail, et l'engagement comportemental, ce qui n'est pas le cas des soutiens à l'autonomie, qui n'est que lié aux émotions. Ce qui nous amène à une question intéressante, est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir arbitrer, c'est-à-dire promouvoir des pratiques qui font que les élèves, au niveau émotionnel, ils ont plus d'émotions positives, ou est-ce que je vais mettre plutôt en avant des pratiques qui vont favoriser l'apprentissage et l'engagement des élèves, mais qui ne vont pas faire nécessairement qu'ils se sentent mieux, ou qu'ils sont plus joyeux et plus heureux à l'école. Okay ? Vous voyez que le type d'arbitrage que ça pointe, ou que ça pose la question de ça, parce que ce n'est pas exactement les mêmes pratiques qui semblent favorables à l'apprentissage et qui semblent faire que les élèves disent « je suis tellement bien dans cette classe, c'est tellement chouette, c'est tellement fun d'être là ». Ok, j'en viens à la question des interventions. Est-ce qu'on a des interventions qui ont amélioré le bien-être des élèves? Et puis on aurait pu voir après aussi si cette amélioration du bien-être, elle avait des conséquences. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'études longitudinales. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une meilleure idée des directions des effets. Ça ne montre pas qu'en améliorant le bien-être, on a éventuellement des conséquences. Malheureusement, on a très peu d'études, d'interventions qui visent explicitement à améliorer le bien-être des élèves, qui mesurent le bien-être des élèves et qui vont voir après quels sont les bénéfices que les élèves en ont. On a d'autres travaux qui sont intéressants néanmoins, puisque je vous ai montré qu'au niveau individuel, en tout cas, la relation prof-élève était importante. Résultat qu'on ne retrouve pas nécessairement au niveau classe, donc ce n'est pas nécessairement le climat relationnel global de la classe, c'est plutôt les interactions dyadiques prof-élève qui semblent essentielles pour le bien-être. Et on a toute une série d'interventions qui montrent que oui, on peut former les enseignants, on peut leur proposer des interventions proactives directes qui vont améliorer les relations avec les élèves. Par contre, on a toute une série de travaux de recherche en promotion de la santé qui ont cherché à prévenir la dépression et qui montrent qu'en fait, ça ne marche quasi pas. Les interventions mises en place dans les écoles pour prévenir la dépression peinent à montrer des effets. Ce qui semble marcher, c'est la prise en charge individuelle d'élèves qui ne vont pas bien. Ça les aide. Ce qu'on voit aussi, c'est que les interventions qui visent à développer des compétences socio-émotionnelles, c'était aussi une des keynotes au tout début de semaine, elles ont un petit effet sur le bien-être. D'accord ? Donc là, on a peut-être aussi une voie d'entrée. Intéressant aussi, les projets de lutte contre le harcèlement qui sont efficaces, donc qui arrivent à réduire le harcèlement, ils ont aussi pour effet d'augmenter le bien-être à l'école. Ce qui est cohérent avec ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et aussi, on a d'autres travaux qui montrent qu'intervenir sur les problèmes externalisés, donc là, on n'est plus sur le bien-être émotionnel des élèves, on est sur les problèmes externalisés, ça prévient le décrochage. Ce qui, du coup, quand même pose la question, est-ce que si on doit faire des priorités, il ne faudrait pas en priorité intervenir sur les problèmes externalisés, plutôt que se focaliser sur l'amélioration du bien-être des élèves? Parce que là, on a un potentiel pour améliorer leur parcours scolaire et même peut-être indirectement leur bien-être qui semble, en tout cas, mieux établi, mais on manque vraiment d'intervention. Donc on ne sait pas très bien comment on peut améliorer le bien-être des élèves, et on ne sait surtout pas si quand on améliore le bien-être des élèves, il y a des bénéfices pour les élèves, au-delà du fait qu'ils se sentent mieux.
Bien, j'approche de ma conclusion. Une des pistes qu'on entend aussi pas mal, notamment dans les textes officiels et dans les instances internationales, c'est de dire qu'il faut augmenter la participation des élèves. Ça va augmenter leur bien-être. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Malheureusement, non. Donc on n'est pas sûr du tout qu'améliorer la participation des élèves, en tout cas tel que ça se fait pour l'instant habituellement dans nos écoles, va vraiment améliorer le bien-être des élèves. En particulier des élèves qui ne sont pas directement impliqués comme délégués d'élèves ou des choses comme ça. D'accord ? Donc il semble que c'est plutôt d'abord à travers ces pratiques didactiques et pédagogiques que l'enseignant peut avoir un effet sur le bien-être des élèves. C'est les travaux que je vous ai montrés tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un travail supplémentaire pour les enseignants. Je ne suis pas en train de vous dire que l'enseignant devrait faire autre chose pour améliorer le bien-être des élèves. Peut-être juste se poser des questions sur leur pratique pédagogique et didactique. Peut-être que déjà là, ils ont quelque chose qui pourrait être utile. Une autre difficulté, qui est liée plutôt à l'intervention aussi, c'est que ce qui compte pour le bien-être des élèves, ce n'est pas notre intention comme adultes, c'est leur perception à eux. Ça, c'est très clair. Et donc, ça veut dire qu'évaluer les interventions sur la base de la perception que nous, on en a comme adultes ou que les enseignants en ont, n'est pas la voie la plus pertinente pour avoir une idée de ce que ça produit chez les élèves. Et parfois, des dispositifs qui sont pensés pour aider les élèves, je pense notamment à des travaux que Benjamin Monnier avait fait, où les équipes éducatives étaient vraiment convaincues que c'était pour aider les élèves, et les élèves le vivaient comme une sanction et comme une stigmatisation. Alors, c'est lié à un arbitrage potentiel que j'ai déjà évoqué. C'est aussi, il y a toute une série de travaux qui montrent que ce que les élèves aiment ou préfèrent faire n'est pas nécessairement ce qui les aide à apprendre. Là, on a des travaux en psychologie cognitive qui sont assez interpellants, qui montrent que cette idée qu'en fait, apprendre, c'est toujours, qu'il suffit d'avoir du plaisir, etc., qu'on va apprendre, ou que c'est toujours plaisant d'apprendre, ben non. Parfois, apprendre, c'est rebutant, ça demande des efforts, c'est ardu. Surtout le type d'apprentissage qu'on doit faire à l'école, qui sont des apprentissages secondaires et basés sur un héritage culturel. Donc voilà. Donc attention à ne pas non plus basculer dans « ok, on va tout faire pour que les élèves soient bien », ça risque d'être au détriment de leur apprentissage. Par contre, évidemment, il faut prendre en compte le point de vue des élèves, je l'ai dit, pour comprendre aussi les effets de nos pratiques. Il peut y avoir des tas de risques de malentendus. Et donc, ces espaces de dialogue et de feedback et d'échange sont vraiment essentiels. Et pour terminer, et ça c'est peut-être en lien aussi avec des travaux que Céline a présentés hier, les élèves peuvent être des alliés et des ressources précieuses, aussi bien pour les apprentissages que pour améliorer le bien-être de tout le monde dans l'école. Et on a parfois trop tendance à penser que c'est les enseignants ou les adultes qui doivent tout faire. Donc comment on peut imaginer des dispositifs, par exemple des dispositifs coopératifs, qui vont faire en fait des élèves, nos alliés, pour améliorer le bien-être des élèves. Donc les élèves ont toute leur place évidemment dans ce dispositif, dans cette approche, mais attention à des approches trop naïves qui diraient il suffit de faire participer les élèves et puis ça va aller mieux. Bien, j'en arrive à mes conclusions et perspectives. Vous l'avez vu, le bien-être à l'école, c'est un concept multidimensionnel. Donc ça serait intéressant qu'on le prenne vraiment en compte. Mais la question, elle est combien de dimensions on met dans le bien-être? Et jusqu'où il faut absolument aller regarder dans les sous-dimensions? Et est-ce qu'on ne peut pas prendre un indicateur global? Donc jusqu'où il faut aller dans la décomposition du bien-être? Au niveau conceptuel, on ne sait pas. Je l'ai déjà dit, il ne suffit pas que les élèves se sentent bien pour bien apprendre. Rappelez-vous, il y a quasiment pas de lien entre réussite et bien-être. Et si on a un, c'est plutôt qui va de la réussite au bien-être et pas l'inverse. Donc, est-ce qu'on doit valoriser le bien-être à l'école comme un but en soi? Ou bien est-ce qu'à certains moments, on va devoir arbitrer et dire je privilégie le bien-être en mettant de côté les apprentissages? Ou au contraire, à certains moments, je vais privilégier les apprentissages en disant vous allez un peu en baver, ça ne va pas vous plaire, mais au moins après, vous aurez appris. Voilà. Alors je caricature un peu évidemment, mais c'est pour vous montrer le type de questions que ça pose pour moi, ma lecture en tout cas de la littérature. Et je vous rappelle l'importance des relations
dyadique avec les enseignants et de la prévention du harcèlement. Ça semble vraiment des facteurs importants. Et puis, un appel à la prudence. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup d'interventions qui ont été évaluées. Donc je pense qu'on doit être extrêmement prudent avant de dire aux enseignants ou à des décideurs « oui, il faudrait faire ça ou ça ou ça ». La vraie réponse aujourd'hui, elle est « on n'en sait rien ». Donc faisons notre travail de chercheurs, allons voir ce que ça donne et évitons des coups d'opportunité, c'est-à-dire engageons pas les équipes à mettre de l'énergie et des ressources dans des interventions dont on n'est pas sûr du tout qu'elles vont avoir des bénéfices pour les élèves. C'est tout du temps et des ressources qui ne seront pas consacrées à des choses potentiellement utiles pour les élèves, et Dieu sait que certains en ont besoin. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme avenue de recherche pour la suite? Vous savez que mon bilan, il y a des choses intéressantes, on a fait des avancées, mais on a encore beaucoup de travail sur cette question du bien-être à l'école, notamment pour clarifier au niveau conceptuel de quoi on parle et affiner nos modèles théoriques. On a besoin d'analyses multivariées pour comprendre comment est-ce que différents facteurs sont liés à différentes facettes du bien-être à l'école. On a pour l'instant des approches qui sont beaucoup trop ciblées, qui mélangent tout. Enfin, voilà, on a besoin d'y voir clair, et pour ça, on a besoin de modèles statistiques un peu plus compliqués ou d'analyses qualitatives plus complexes. Ça semble vraiment important de contrôler les effets des problèmes externalisés des jeunes, quand on veut vraiment isoler les effets du bien-être subjectif. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment indispensable qu'on aille vers des études longitudinales, qu'on utilise des designs multiniveaux, qu'on ait plus d'interventions. Il faut arrêter de faire de simples études corrélatives. On n'en a plus besoin. On en a des centaines. On ne va rien apprendre de plus avec ça. Et je pense que tout ça, pour moi, c'est une énorme invitation à multiplier les collaborations sur cette thématique. Et donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez des données, si vous voulez analyser des données, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Moi, je serais très heureux d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Et je vous remercie vivement pour votre attention. Merci beaucoup Benoît pour cet état des lieux sur le bien-être qui cadre parfaitement avec la journée un peu plus dédiée au bien-être aujourd'hui. Et puis d'avoir aussi fracassé quelques illusions. C'est très important qu'on sache où on en est, effectivement. Maintenant, des questions, et on va commencer éventuellement ici. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc moi je suis Sandrine Mercier, je travaille au CREN, au Centre de recherche en éducation de Nantes. Vous avez cité Philippe Guémard, Agnès Florin, donc c'est mon équipe avec laquelle je travaille. J'aimerais juste repréciser que le BISCOL a une validation scientifique avec une vérification avec des propriétés psychométriques, donc comme vous l'avez dit, au niveau statistique c'est vérifié. Donc les dimensions sont en lien avec cette analyse et ne sortent pas de nulle part. Donc je pense que c'est important de répéter dans cette salle qu'il y a quand même une validation scientifique de cet outil. Et puis, juste pour préciser, parce que vous vouliez qu'on parte avec des questions, mais moi aussi je veux que vous partiez avec des questions, c'est que pour nous, en tout cas, le bien-être, c'est une composante du climat scolaire, et puis on pourra en rediscuter si vous voulez, mais à aucun moment, je pense que dans nos travaux, on a pu mettre les choses sur le même statut. Et puis, avant de poser ma question, les travaux sur les toilettes, nous, dans notre équipe, en tout cas, il y a Omar Zana qui l'a travaillé beaucoup, et puis il y a le rapport de l'UNICEF pour lequel j'ai travaillé aussi de 2021, qui était avec un focus particulier sur l'apprentissage et aussi les droits que connaissent les enfants. Donc en fait, est-ce qu'ils participent à la vie de la cité? Est-ce qu'ils peuvent donner leur parole? Donc il y avait beaucoup d'éléments comme ça. Et puis la dernière chose, donc ce sera ma question, ou en tout cas une précision. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'en ai marre des constats. Je pense que ça ne sert à rien. J'ai présenté mes travaux dans un atelier et je ne suis pas pour les études longitudinales, mais il y a une autre façon peut-être de penser les choses. C'est qu'effectivement, on n'est plus des enfants et que le subjectif est très important. Donc aujourd'hui, moi, les travaux que j'ai proposés dans mon équipe, en tout cas, c'est une mesure relative avec des comparaisons de contexte. Et on a fait des travaux là récemment sur le collège en période de pandémie, avec les mêmes questions. Est-ce qu'à domicile, je me fais des copains? Et est-ce qu'au collège, je me fais des copains? Parce que la valeur, parce que les échelles de mesure, le 5 qu'on a, chacun d'entre nous dans cette salle, n'est pas le même. Et ici, grâce au delta qu'on va faire à la soustraction des deux dimensions, nous permettra de connaître vraiment l'état de l'enfant et de savoir finalement ce qu'il en a à dire.
Et grâce à ces travaux-là, nous, on a trouvé que les évaluations étaient meilleures à domicile. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de voir avec les enseignants comment on pourrait faire ça. Voilà. Donc peut-être que la mesure aussi est un vrai problème. Voilà, merci. Merci beaucoup. Une petite réaction rapide parce que votre intervention était complexe, mais d'accord avec vous sur le fait que c'est très intéressant d'expérimenter de nouvelles mesures. Je l'ai dit, on n'est pas très équipé au niveau outils de mesure autour du bien-être, et donc je pense que c'est très intéressant d'avoir différentes choses. Ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est la validité externe. Je vais reprendre l'exemple des toilettes. C'est vrai que je l'ai fait aussi. Vous faites des interviews avec des élèves, ils vont vous parler de toilettes. Ce que j'attends encore, c'est une étude qui me montre que ce qu'ils nous disent des toilettes, c'est vraiment lié à la fréquence des émotions qu'ils vivent d'habitude à l'école et comment ils vivent l'école. Moi non plus, j'aime pas les toilettes sales. Est-ce que ça impacte vraiment comment je me sens, ma qualité de vie à l'école, globalement, la journée? C'est ça qu'on devrait voir, et c'est une question empirique pour moi. Donc voilà, c'est ça pour moi qui manque. Donc voilà, je pense c'est ça que je disais, il y a un vrai travail de recherche et d'aller collecter des données empiriques. Et aussi de réfléchir à nos critères de validité. Comment est-ce qu'on sait que ce que l'élève nous dit là, ou de ce qu'on mesure dans un questionnaire, a vraiment du poids dans la vie de l'élève? Pour ça, par exemple, je trouve que les échelles de dépression sont intéressantes, parce qu'elles ont été validées cliniquement, et on sait que les gens qui scorent vraiment haut sur ces échelles-là, ils vont pas bien dans la vie, et ça impacte plein de domaines de leur vie. Donc ça, là, c'est intéressant. Mais il nous manque l'équivalent pour d'autres types de mesures de bien-être à l'école qui sont un peu plus fines. Bonjour, merci infiniment. Votre collègue a dit que c'était fracassant. Alors effectivement, certaines de mes idées préconçues ont été un peu cassées et battues en brèche. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble, ce que j'ai retenu notamment en début de semaine de Madame Shankland, c'était qu'il y avait un lien entre les compétences socio-émotionnelles et le bien-être. Et qu'il me semble avoir lu à l'époque qu'il y avait des centaines et des centaines d'études qui démontraient que, d'une part, ce lien existait et que du coup, s'il existe, qu'il y avait une pertinence et une démonstration qu'en gros, je ne vois pas, enfin qu'en gros, vous balayez. Vous citez Durlac 2011, il y a 10 ans. Et ça, j'avoue que ça m'ébranle profondément. Je suis un peu perdu, pour être franc, par rapport à ça. Merci pour votre question. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu vite, mais et c'est vrai dans d'autres domaines, notamment sur l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles. On a un problème de mesure, c'est-à-dire que souvent nos mesures de compétences socio-émotionnelles, c'est des compétences auto-rapportées. Il se trouve que les gens qui disent qu'ils vont bien, etc., ils ont tendance à juger leurs compétences aussi un peu mieux que ceux qui vont pas bien. Et donc oui, quand on fait une photographie à un moment donné, on a toujours des corrélations entre les compétences socio-émotionnelles auto-rapportées et le bien-être subjectif auto-rapporté. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire qu'on manque, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a quelques-unes, mais on manque vraiment de travaux qui nous montrent déjà que nos mesures de compétences socio-émotionnelles sont vraiment valides, au-delà du fait que les gens trouvent qu'ils en ont. Mais qui montre qu'au niveau longitudinal, par exemple, dans le temps, et quand je dis longitudinal, ça ne doit pas nécessairement être quantitatif, ça pourrait être qualitatif, on peut refaire des entretiens, plusieurs moments dans le temps, que vraiment, oui, les gens qui développent plus de compétences émotionnelles, ou qui en ont plus, ils vont aller mieux après. Le plus convaincant pour moi, ça serait une intervention, c'est pour ça que j'ai cité Durlac, parce qu'il fait une méta-analyse, il y a eu d'autres travaux depuis, mais il y a, ma connaissance, pas encore de méta-analyse, où je l'ai peut-être loupé parce que je dois l'avoir quelque part dans mes fichiers. Mais ça, c'est le plus convaincant. C'est-à-dire quand on travaille les compétences socio-émotionnelles avec les élèves, quel est l'effet qu'on a sur le bien-être? Et les travaux récents montrent la même chose que Durlac et collègues. Il y a bien un effet, mais il est tout petit. Donc voilà. Dernière chose, on peut trouver plein de différences interindividuelles entre les élèves qui vont être corrélées à leur bien-être. Sauf que moi, quand je dois former des enseignants, ça ne m'aide pas beaucoup. C'est-à-dire que savoir que tel trait de personnalité va être lié au bien-être des gens, ça me fait une belle jambe comme enseignant. Que ceux qui sont extravertis vont être mieux à l'école, ils vont rapporter un bien-être supérieur que ceux qui ne sont pas extravertis. Qu'est-ce que je fais en termes d'intervention éducative? Donc j'ai mis le focus aussi sur les éléments sur lesquels je pensais qu'on pouvait intervenir
comme acteur éducatif. Et donc, j'ai certainement laissé passer, sous silence, tout des pans anti la littérature qui sont très intéressants sur les différences individuelles. Merci beaucoup pour cette conférence. Je suis vraiment heureuse d'entendre votre mise en garde, parce que vous dites, par rapport au bien-être, il faut pas toujours là, se ruer à donner tout de suite. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous au Québec, parce que vous avez deviné que je viens pas de l'Europe. Nous, les gouvernements présentement, et c'est tout, je pourrais dire, le problème que l'on a, c'est qu'on veut faire de la recherche de qualité. Vous êtes plus dans le quanti. Moi, je travaille plus dans le quali, dans des recherches-actions, avec des petits groupes et tout ça. Bon, tout ça est mis sur la table, on cherche. Mais la recherche va moins vite que les décideurs qui veulent absolument montrer qu'ils font quelque chose pour notre société puis le bien-être de nos enfants. Et là, on est pris dans puis c'est une question et un commentaire, peut-être, on est pris dans ça comme chercheur à dire, oui, puis les compétences socio-émotionnelles au Québec, c'est la panacée, là. Tu sais, c'est rendu dans les écoles et c'est la seule chose qui peut régler le bien-être de nos enfants. Mais on sait très bien que, vu que c'est polydimensionnel, le bien-être, multidimensionnel, à ce moment-là, c'est pas juste ça. Mais tout le monde a une définition de ce qu'est le bien-être. Vous, moi, ma grand-mère, là. Donc là, on arrive dans les écoles et là, tout le monde pense qu'il parle de bien-être, mais il n'y a pas de concertation non plus à avoir une idée de ce qu'est le bien-être. Donc, ma question, je commence à poser des questions européennes. Ma question, c'est comment voyez-vous ça du côté de l'Europe aussi? Avez-vous cette même pression de devoir fournir un travail pour aider les décideurs, mais en sachant très bien qu'on ne peut pas leur fournir les réponses qu'ils veulent? Et est-ce qu'on ne fait pas face à une dérive aussi de certaines décisions qui vont être prises dans notre système éducatif, qui va faire en sorte que le bien-être va être une mode et non pas quelque chose qu'on veut intégrer pour la pérennité de nos sociétés? En un mot, oui. Non, mais juste aussi pour que ce soit clair, j'ai peut-être pas assez incité dessus. Je l'ai dit au tout début. Je pense que ce focus sur le bien-être, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il y a, comme je disais, il faut rééquilibrer un peu les choses. En tout cas, chez nous en Belgique, si ça se fait bien au primaire, au secondaire, on met trop le focus peut-être sur les matières, et peut-être on oublie qu'on a des êtres humains en face de nous, qu'ils ont différentes facettes dans leur développement et que c'est important aussi. Donc je dis bravo qu'on revienne avec une vision peut-être un peu plus équilibrée du rôle de l'école. Il y a différentes missions à l'école et il faut les équilibrer. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment, et c'était peut-être mon propos surtout aujourd'hui, ça ne se fasse pas au détriment, comme tu l'as très bien expliqué Nancy, d'autres choses qui sont importantes aussi. Moi je crois vraiment beaucoup, je pense qu'on devrait intégrer les compétences socio-émotionnelles et la formation aux compétences émotionnelles dans le curriculum de nos écoles. Ça serait vraiment utile, ça serait une plus-value pour nos élèves et pour notre société. De nouveau, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre tous les problèmes qu'on a. Mais c'est un ingrédient qui me paraît intéressant de mettre dans le mix. Et donc, comme je disais, oui, on a la même pression chez nous. Et c'était peut-être mon message aujourd'hui, c'était de dire, voilà, moi je vous ai donné ma vision de chercheur, vous en avez une aussi, mais voilà, comment on se positionne en fait par rapport à ces pressions-là. Et c'était peut-être cette réflexion-là que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Voilà, comment on se positionne. Et je vous ai donné mon point de vue là-dessus, mais je pense que c'est important qu'on se positionne et pas qu'on embarque tout de suite quand il y a il y a une pression politique, il y a du financement pour ça. J'estime que moi je pense que voilà, notre travail de chercheur, c'est venir avec des données, c'est venir avec des théories, et c'est pas hésiter à déplaire à certains décideurs ou les éduquer et travailler avec eux. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ces débats passionnants et passionnés que je vous invite à poursuivre.